deux avocats que l'on ne présente plus, mais sur lesquels je vais quand même dire un tout petit mot. Marc Bonan, avocat suisse extrêmement fameux et connu. Je voudrais juste, bien sûr, je ne vais pas citer tous les procès extrêmement célèbres auxquels vous avez pris part, mais dire une petite chose, parce que nous sommes dans un salon du livre, c'est que, outre donc, de nombreux procès, vous plaidez également sur des scènes de théâtre. Ici en Suisse et puis également en France. Alors bien sûr, il s'agit de procès fictifs, mais vous consacrez des plaidoiries, par exemple, à Socrate ou encore à Charles Baudelaire et à bien d'autres. Voilà. Et puis Emmanuel Pierrat qui est à vos côtés, avocat français, spécialisé dans le droit de la culture et dans les affaires de censure. Vous êtes le président du Pen Club et vous êtes l'auteur d'un livre qui donne son titre à cette rencontre, qui s'intitule Nouvelle morale, nouvelle censure, qui est paru l'année dernière chez Gallimard en 2018. Donc ce débat, bien sûr, dont le titre est inspiré de ce livre, en fait, il a l'ambition de réfléchir sur ce phénomène qui touche à peu près tous les pays européens et ailleurs, j'imagine, qui est cette question des attaques contre la culture. Alors la culture sous toutes ses formes, il peut s'agir de littérature, mais également de cinéma, de musique ou autre, des attaques qui sont effectuées en fait au nom des bonnes mœurs, au nom de la lutte, alors pour ou contre un certain nombre de causes, le racisme, la souffrance animale, etc. Et donc on voit surgir des ligues de vertu, mais tout simplement des individus qui s'emparent de ces causes et qui, notamment via les réseaux sociaux, prennent la parole. Et la grande question qui sous-tend bien sûr ce débat et qu'on va poser tout de suite, c'est celle de savoir si la liberté d'expression est mise à mal derrière des prétextes qui sont toujours des prétextes qui sont bourrés des meilleures intentions, bien évidemment. Lequel de vous deux va vouloir commencer? Emmanuel Pierrat, puisque c'est le titre de votre livre. Bonjour. Oui, ça a l'air de fonctionner. On est toujours impressionné parce que les avocats, généralement, se méfient beaucoup des micros. Dans les salles d'audience, il ne faut jamais compter sur le micro pour commencer à plaider un équipement. Vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Mais dans les salons du livre, ça marche. Dans les salons du livre, ça marche un peu. Bonjour à tous. C'est une vaste question. Il faut peut-être rappeler ce que c'est, pourquoi il y a de nouveaux censeurs et de nouvelles morales. Et rappeler les trois stades de la censure que nous affrontons aujourd'hui. Traditionnellement, la censure, c'est quelque chose qui vient de l'État. En France, du ministère de l'Intérieur, du procureur général, avec une apogée qu'on connaît comme ça symboliquement en 1857, où le procureur Pinard poursuit en janvier Madame Bovary, Flaubert, son premier roman. En juillet, les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire, défendu par Marc Bonan, même dans la tombe. Et puis Eugène Sue en novembre. Ça, c'est l'apogée de la censure classique, formée par l'État, avec une censure souvent a priori, avant même que les livres ne soient diffusés. La nécessité d'obtenir un privilège à la primature, et puis la censure a posteriori, sous la forme de procès menés par l'État au nom d'une morale, généralement pour les bonnes mœurs, la morale publique et religieuse. Dans les années 80, lorsque je suis devenu jeune avocat, à la fin des années 80, début des années 90, sont apparues des ligues de vertu. La censure s'est privatisée et s'en sont emparés l'extrême droite en France notamment, les intégristes catholiques, les intégristes musulmans, les intégristes juifs, j'ai même eu les intégristes hindous en France dans un procès. Donc toutes sortes d'intégristes religieux et politiques. Et vous vous souvenez, c'est des affaires où on mettait en cause des affiches, des films, Je vous salue Marie de Godard, La dernière tentation du Christ, Amen de Costa Gavras, etc. C'était une censure privatisée parce que c'était d'un coup des ligues de vertu avec des associations, 3 personnes illuminées qui pensaient détenir d'un seul coup la morale et qui attaquaient en demandant quelque chose de très nouveau, qui n'était plus nécessairement l'interdiction, mais des dommages et intérêts. Une censure par l'argent. Et puis est arrivée une troisième forme de censure, celle du camp du bien, auquel je crois nous appartenons, c'est-à-dire des droits humains, de la défense, de la lutte contre le sexisme, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, qui d'un seul coup se sont trompés de combat, à mon sens, et s'en prennent à la culture. Un seul exemple, quand je plaidais en 2002 pour Michel Houellebecq, après des propos un peu particuliers sur l'islam, faisons-le comme ça. Dans son roman Soumission. Dans son roman Plateforme. C'était avant Soumission. C'était déjà une vieille lubie chez Michel Houellebecq. Oui, c'était en 2002. Donc,
Et nous avions été poursuivis pour des propos où Michel Houellebecq disait l'islam c'est la religion la plus con, l'ayant beaucoup nuancé en disant les catholiques et les juifs sont tout aussi débiles, mais les catholiques ont fait les cathédrales et la poésie talmudique est merveilleuse. Donc en gros, voilà. C'était ça le tenant du procès. Le procès a été intenté par la Ligue islamique mondiale, la Grande Mosquée de Paris, la Grande Mosquée de Lyon, la Fédération nationale des musulmans de France. Chose auxquelles je m'attendais parce que j'avais l'habitude de l'Opus Dei, des intégristes divers et variés. Et à ma grande surprise, le matin même de l'audience, la Ligue des droits de l'homme s'est présentée et s'est constituée partie civile à côté de la Ligue islamique mondiale, dont l'article numéro 1 prenait l'application de la charia. Voilà quelque chose qui révélait une confusion et une nouvelle forme de censure que nous affrontons aujourd'hui. C'est une censure qui est légitimée par des combats auxquels nous croyons, mais qui, d'après moi, désigne de mauvais ennemis, ou en tout cas s'en prend à de mauvaises causes. Marc Bonan, quelles sont selon vous ces nouvelles morales qui entraînent bien sûr de nouvelles censures, qui sont toutes, c'est leur caractéristique, bourrées des meilleures intentions, mais enfin qui sont peut-être une menace potentielle pour la culture? Je vais tenter une réponse en disant d'abord ceci. C'est que le besoin de censure, est-il individuel ou collectif, est constant. Ce n'est pas que la censure est constante, c'est le besoin que nous pouvons avoir. Parce que probablement nous avons tous, au fond de l'âme, à la surface de notre esprit, le goût de l'interdit. Et ça semble paradoxal, parce qu'on se prête volontiers un goût de la liberté, un goût de la transgression, mais je pense que nous avons tous un goût de l'interdit ou un besoin de l'interdit. Et que nous ne concevons de liberté qu'avec ses limites, comme si la limite était la définition du principe. Et ça, c'est le problème de notre rapport psychologique à la censure. Maintenant, voyons la censure telle qu'elle est exercée sur nous. Non pas telle que nous la désirons secrètement, mais telle qu'elle est exercée sur nous. Emmanuel disait justement, les auteurs de la censure changent. Le principe de la censure est toujours le même. C'est de vouloir mêler la morale, ou la moraline, pour parler comme Nietzsché, à l'art. Et naturellement, pour reprendre Baudelaire, maudit soit à jamais le rêveur inutile, qui aux choses de l'amour a voulu mêler l'honnêteté, je dirais qui aux choses de l'art a voulu mêler la morale. La morale, on peut en débattre, on peut tenter de la définir, mais ma certitude, c'est ici mon premier postulat, la morale ne doit pas se mêler de la création. La création doit être presque par essence amorale, puisqu'elle est par essence une manière de faire éclater les règles, d'aller au-delà du permis, et donc au fond la création est amorale ou immorale par nature. Donc j'ai dit le besoin psychologique que nous pouvons avoir tous individuellement des censures, et deuxièmement le fait que la censure exercée sur nous a pour motif, pour prétexte la morale. Avec deux observations à faire. Les auteurs de la censure changent. Très justement, Emmanuel disait, aujourd'hui il y a des ligues de vertu, et les principes du mal et du bien ne sont pas tout à fait les principes du mal et du bien du 19e siècle, ce bête 19e siècle, comme disait Daudet, et qui était notamment le siècle de la censure. On rappelait le sinistre personnage d'Ernest Pinard, qui a poursuivi Flaubert, qui a poursuivi Baudelaire, et Eugène Sue notamment. À l'époque, la censure, c'était les bonnes mœurs. Alors nous avons aussi une notion des bonnes mœurs. Mais le contenu de cette notion a évolué. Je vous donne simplement un trait. La sexualité, qui naturellement était un vaste sujet d'interdit au 19e. Aujourd'hui, ne l'est plus. Une des choses que relève si justement Emmanuel Péard dans son livre, je ne sais pas si vous avez lu Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine Millet. Ce n'est pas un livre du second rayon, c'est lourdement sexuel, c'est merveilleusement sexuel, ça n'a pas la délicatesse de l'érotisme. Ce livre-là est publié, lu, relu, réédité. En revanche, Baise-moi de Virginie Despentes, lui, est interdit. Et pourquoi, vous dit intelligemment Emmanuel Péard, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'obsession du consentement. Au fond, tout acte sexuel
qui implique le consentement, par hypothèse éclairée de ceux qui jouent, devient légitime. En revanche, si on peut imaginer ou flairer un début de dépendance, un début d'ascendant, un début de contrainte, alors nous basculons dans la grossièreté de nous tous, c'est-à-dire que l'acte sexuel n'est plus acceptable. C'est ainsi que la vie sexuelle de Catherine Millet est joyeuse parce que consentie, le baise-moi suppose une contrainte et une soumission de la femme qui est un de nos tabous d'aujourd'hui. Et je clôt, madame, je vous assure, pour vous dire ceci. Les censeurs ont changé. Hier l'État, hier l'Église, hier la Sorbonne. Et aujourd'hui, comme le dit justement Emmanuel, des ligues de vertu. C'est-à-dire des gens qui ne doutent pas d'être dans le camp du bien, qui définissent le camp du bien, principalement par leur appartenance à ces camps-là, et qui voudraient que nous ayons tous des pensées alignées, qui nous couchent dans le lit de Proclus, c'est-à-dire qui coupent les têtes les plus grands, qui rabotent les plus grands, qui élongent les petits, pour que nous soyons finalement tous égaux, mais morts. Ça, c'est la tentation du brigand de Damas. Voilà comme première considération. Maintenant, sur le fond, pour permettre que nous ayons des positions, une certaine opposition, Emmanuel Pira est infiniment distingué, nuancé et équilibré. Par goût, je ne le serai d'aucune manière. Il admet qu'une censure existe. Par exemple, il considère que l'on ne doit pas tenir des propos antisémites. Je considère que l'on doit pouvoir tenir des propos antisémites, islamophobes, misogynes, bien évidemment, ça relève de la lucidité, et que tout ce qui tente à l'interdire est une offense faite à la liberté d'expression tant qu'à la liberté de penser. Et j'ajoute, et je clôt, que la censure est totalement inefficace, elle est même contre-politique. Première observation, l'interdit, la pensée interdite prospère, tandis que si elle est libérée, elle s'essouffle, elle s'asphyxie dans la liberté. Prenez le cas simple de Dieudonné, qui pense sottement, qui est un imbécile profond, qui n'a comme séduction que d'appartenir à ce qu'on appelle désormais les minorités visibles et triomphantes. Mais à part ça, Dieudonné, c'est intellectuellement nul. Il a suffi qu'on l'interdise pour que ces spectacles soient pleins, pour que ces livres, à supposer qu'ils commettent des livres, se vendent. Donc la censure a pour effet l'effet contraire à celui qu'elle s'assigne. Elle n'interdit pas, elle promeut. Pour être plus sérieux que Dieudonné, il y a un livre écrit par Carleton qui s'appelle Édition et sédition, et qui parle du XVIIIe siècle, et qui fait la liste des livres les plus lus au XVIIIe siècle. Ce n'était pas l'encyclopédie, ce n'était pas Rousseau, ce n'était pas Voltaire, ce n'était pas Diderot, c'était Thérèse philosophe, qui est un livre que nous dirions, un livre résolument cochon. Ces livres dont Madame de Montespan disait qu'on ne les lisait que d'une main. Ce sont ces livres-là qui étaient le plus lus au XVIIIe siècle, parce qu'ils étaient interdits. Ils étaient donc publiés à Genève ou à Rotterdam. Donc, première considération, la censure est inutile. Parce que ce que l'on interdit ici, on le trouve sur les réseaux sociaux. Les pamphlets de ces livres que l'on interdit ici, à tort, c'était aussi la volonté du sécuritaire testamentaire de ces livres, ils sont interdits ici, vous les trouvez sur Internet, et paradoxalement, les pamphlets antisémites de Céline, les Baudras, les Apunta, Bagatelle pour un massacre, vous les trouvez librement en Israël. Mein Kampf, que l'on ne peut publier ici, sous réserve de notes critiques qui mettent en perspective, qui relativisent historiquement, vous le trouverez partout. Donc, au fond, interdire en nos démocraties occidentales est un leurre, parce qu'ailleurs, les livres prospèrent. Interdire est inefficace de cette promotion du livre, et enfin, interdire est une offense faite à l'esprit, parce que qui interdit l'expression, interdit la pensée. Et si nous avons une dignité, ce n'est pas de nous être donné la peine de naître, nous avons une dignité exclusivement parce que nous sommes des êtres pensés. J'aimerais que l'on revienne un tout petit instant, Emmanuel Pira, sur cette question des bonnes mœurs dont parlait à l'instant Marc Bonan, en disant que, selon lui, aujourd'hui, la censure ne s'exerce plus à l'encontre des questions de la sexualité.
Si on regarde quand même un certain nombre de réalisateurs qu'on ne restait que dans le domaine du cinéma, vous les citez d'ailleurs dans votre livre, et qu'on cite les noms par exemple de Woody Allen ou de Roman Polanski, on voit bien que les reproches qui leur sont faits au nom de leur vie privée a des répercussions et des conséquences sur leur œuvre de créateur. Il va répondre avec un très grand problème. Mais c'est une distinction que nous devons faire perpétuellement. Oui. C'est l'œuvre et l'artiste. Effectivement, certaines œuvres aujourd'hui sont censurées, non pas qu'elles aient matière arbitraire à être censurées, mais compte tenu de l'indignité ou de l'impureté de l'homme. Et c'est le cas notamment de Woody Allen. Je ne vais pas censurer Marc parce que c'est un merveilleux orateur, mais quand même, je vais dire un autre mot. Ce serait difficile. Non, il y a la sexualité est toujours une obsession. Simplement, elle ne porte plus exactement sur les mêmes thématiques. Lorsque j'étais très jeune, l'homosexualité était à notre âge de bonne mœurs. Aujourd'hui, c'est l'homophobie qui est réprimée dans nos sociétés, y compris en Suisse, notamment par une loi de décembre 2018. C'était l'amour à plusieurs qui ne l'est plus, effectivement. Mais en revanche, le viol, qui était décrit, non pas avec complaisance, mais on va dire sans une hostilité si forte, est aujourd'hui, en la raison de l'absence du consentement, réputé être problématique. Ce qui m'intéresse, c'est que cette question s'applique à la littérature, à l'imaginaire, aux personnages. Moi, ce qui me choque, ce qui me scandalise, je suis scandalisé par le viol, mais ce qui m'inquiète, c'est lorsqu'on interdit le viol dans la littérature. Lorsque Virginie Despentes met en scène dans Baise-moi des femmes violées, de la violence sexuelle, c'est de l'imaginaire. Personne n'est contraint de lire ces livres ou de voir ces films. Et elle est poursuivie par des livres de vertu qui y voient de la violence physique imposée aux femmes. C'est là qu'on tombe dans quelque chose de délirant. Lorsqu'on demande au personnage un comportement plus moral que celui auquel nous serions astreints. Par exemple, en France, Agnès Buzyn, qui malheureusement est toujours ministre de la Santé, qui est une crétine absolue, il y a 1 an et demi, a proposé qu'on interdise les cigarettes dans les films de patrimoine, au nom de la lutte contre le tabac. Alors, nous sommes d'accord pour lutter contre le tabac et dire à nos enfants qu'il n'est pas une bonne idée d'acheter des paquets de cigarettes et de fumer, que ce soit des pétards, des cigares et des cigarettes. Mais Jacques Tati sans sa pipe. Mais Jacques Tati sans sa pipe et avec un petit moulinet, c'était pas terrible. Jean-Paul Sartre, dans une rétrospective à la Bibliothèque nationale de France, qui ne fume plus, alors il a l'air vraiment louché, il y avait un strabisme divergent, maintenant il est convergent. Il y a Coco Chanel sur l'affiche du film, sans cigarette et sans porte-cigarette, autant vous dire qu'elle a l'air moins vampirisante. Il a une Mercedes, il a une Mini, il a je sais pas quoi, ce qui est une caractéristique du niveau social ou j'en sais rien du type de voiture. Dans la littérature, vous ne pouvez pas écrire qu'il a une Audi ou qu'il roule dans une Ferrari. Parce que si jamais le personnage tombe en panne, s'il a un accident ou quoi que ce soit, alors la marque va vous attaquer. Et va attendre, qui décrit l'Amérique raciste des années 60, qui est un livre formidable, qui dénonce le racisme, est interdit aujourd'hui dans 18 États américains parce qu'elle utilise le mot nègre. Le mot nègre est proféré par des personnages racistes dans le roman. Donc il est logique que ce mot figure dans la bouche de ces personnages. Et donc, eh bien, les lecteurs confus américains ont considéré que comme on ne pouvait pas utiliser le mot nègre aujourd'hui, ce qui est logique comme mode d'éducation, alors Harper Lee devait être retiré des bibliothèques. Voilà une absurdité vers laquelle nous nous dirigeons. Et puisque pour vous c'est une question extrêmement importante et effectivement cette façon de faire disparaître un certain nombre de termes, on citait l'exemple de nègre, mais il y en a bien d'autres, c'est un marqueur fort de ces nouvelles formes de censure. Oui, parce que un des principes qui devrait nous guider, c'est la douceur et la bienveillance. Nous vivons, peut-être que vous ne le ressentez pas comme ça, mais un temps où l'impératif, c'est d'aimer. À vrai dire, c'est la pensée de gauche, et la pensée de gauche étant au fond les hédrophiles sans la transcendance, oui, mais pas avant. Donc nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas un choix, l'amour est décrété. Pire, nous devons estimer l'autre, considérer que l'autre est un autre moi-même et peut-être en mieux. Plus je m'efface parce que l'autre existe, plus je suis digne de l'estime de mes contreparts. Autant dire que je ne suis pas estimé et que cela me va. Je n'aime pas l'autre. Je l'aime quand je l'élis, je l'aime quand il est de mon sang, je ne l'aime pas simplement parce qu'il est une créature humaine. Ceci étant dit, j'en reviens au vocabulaire. Le vocabulaire est aujourd'hui melliflueux, tendre,
j'allais dire, vénusien pour ne pas dire vénérien. On ne pratique que la litote et que le féminisme. Au titre de cela, un nègre devient noir. Une absurdité. À mon sens, noir, c'est une mise en évidence de la couleur. Nègre, c'est une revendication d'une identité et d'une ethnie. C'est faire l'oubli de Léopold Senghor, d'Aimé Césaire, et le fait que la négritude a été revendiquée par des Noirs comme étant une forme supérieure de l'intelligence, l'apport de l'intelligence à la communauté. Mais, comme le nom sonne mal, parce qu'il y a eu des racistes, alors une tête de nègre devient une meringue au chocolat, un nègre devient un ghostwriter, c'est-à-dire le nègre, c'est comme chez Dumas, celui qui écrit des livres, on ne peut plus dire nègre, il y a une légère différence. Donc, le mot nègre est banni, et ce que disait Emmanuel, vous, madame, me semble tellement juste. La censure, ce n'est pas simplement l'interdit de dire aujourd'hui, c'est l'histoire revisitée. Au fond, censurer, c'est dire aux hommes, vous ne direz pas ceci, et vous ne l'avez jamais dit. Et s'il y a des traces de cette pensée réputée scélérate, nous allons les abolir. Mais pas simplement de la pensée. Imaginez les statues. On disait tout à l'heure qu'on ne peut plus. On déboulonne Christophe Colomb parce qu'il aurait massacré les Amérindiens. Vous suggérez dans votre livre qu'on pourrait penser aussi à déboulonner Luc Ferry. Jules Ferry, pardon. C'était un lapsus ou pas? Non, Jules Ferry n'a pas encore de statut. Luc Ferry n'a pas encore de statut. Luc Ferry, parce qu'il considérait que la colonisation était une merveilleuse épopée civilisatrice, et sous sa plume et dans sa bouche, on entendait que le devoir moral supérieur des races supérieures était de civiliser les races inférieures. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire ça, sauf en le citant et en disant qu'autrui l'a dit, et en ajoutant immédiatement à quel point de toute mon âme je désapprouve ce sujet. Que je ne désapprouve pas. Mais non, oublions le devoir des races supérieures, puisqu'apparemment elle n'existe pas. La notion de supériorité est une notion bannie de notre vocabulaire. Cette pathologie très française qui est l'égalité, l'égalité dans l'utopie des indignes, c'est une offense irrémédiable à la liberté, mais il se trouve que c'est sur leur fronton de tous les édifices. Alors, tout ce qui hiérarchise, les Français disent discriminer, est banni. Or, discriminer est la plus belle opération de l'esprit et du cœur. Chaque acte d'amour est une discrimination. Je vous aime, vous, madame, parce que je vous choisis. Je vous discrimine. J'aime cette pensée, parce que j'abolis l'autre pensée. Je discrimine. Discriminer veut dire choisir. Et choisir veut dire qu'il n'y a pas égalité entre les sujets ou les objets de notre choix. Alors voilà des mots qui disparaissent. Nègre, discriminer, sauf pour le bannir. Emmanuel avait raison. Être homophobe ou pas être homophobe. Non. Il fut un temps où les mecs étaient des mecs. C'est-à-dire qu'ils avaient une tentation grave à laquelle ils cédaient, la femme. Et la femme, non pas parce qu'elle était notre égale, mais parce qu'elle était merveilleusement différente. Nous aimions chez la femme tout ce que nous n'étions pas. Parce qu'elle supposait qu'il fallait aimer, il faut aimer la différence et non pas ce qui nous réconforte. Nous aimions la femme parce qu'elle était haute. Nous étions ravis d'avoir des protubérances, vous étiez une béance poétique, et c'était ainsi. Ensuite, sont arrivées ces chiennes, les féministes, qui ont voulu châtrer, être parfaitement réussies, et qui renvoient la plupart d'entre nous, pour les plus raffinés, à l'homosexualité, et pour les vulgaires, on fait du sport. Je vous assure que depuis que la femme est féministe, je le dis parmi mes amis, le nombre de sportifs qui émergent, c'est-à-dire au lieu de courtiser les femmes, ou leur faire l'amour, on fait des tours de pâté de maison en jogging. Et puis, les plus raffinés d'entre nous, ceux qui ont une aversion pour la sudation, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent homosexuels. La portée droite du plaisir. Ce qui est certainement très stimulant. Alors sur l'homophobie,
Hier, nous pouvons dire un homosexuel est un PD. Nous aimions cette contraction. Cet avocat était joyeux. Un PD, Gilles était PD, Proust était sodomite, et ça nous allait très bien. Maintenant, il faut dire qu'il a une identité incertaine et qu'il vogue entre deux rives, qu'à vrai dire, il est à la recherche de son identité sexuelle, laquelle n'est pas une identité, parce que le sexe n'est pas identifiant. Alors qu'il n'y a rien de plus identifiant que le sexe. Nous ne sommes qu'un sexe, enfin, comprenez-moi bien, nos âmes sont sexuelles. Madame, vous avez une manière de sourire qui dit que vous avez une âme fémininement sexuée pour mon plus grand bonheur. Vous n'êtes pas une transfuge du sexe. Et vous n'êtes pas en train de barboter dans des rives obscures. Vous êtes femme, vous êtes femelle. Dieu soit loué. Alors, on ne peut plus dire à une femme qu'elle est femme. On peut commencer par commenter l'intelligence de son parcours de vie. Au moins, une femme, on lui dit qu'elle est belle et désirable, ça l'offense. On lui dit, mais madame, quelle belle âme, vous savez. Or, je vous dis, madame, le plus sérieusement du monde, ma génération, moi je ne sais pas ce qui fait que les jeunes gens d'aujourd'hui s'érigent, mais jamais une âme de femme n'a provoqué chez moi le moindre priapisme. Qu'une âme de femme m'ait retenue un certain temps, mais c'est toujours l'apparence, son corps, la promesse de son corps mystérieux, de ces rives auxquelles on aborde tant qu'on y échoue, qui a provoqué mon désir des femmes. Jamais son titre universitaire. C'est comme ça, et nous ne pouvons plus vous le dire. Et donc, quand je vous courtiserai tout à l'heure, madame, je ne commencerai pas à m'intéresser à la profondeur abyssale de votre âme, en me demandant, mais quel titre universitaire avez-vous, hein? Dieu que cela est pendant de penser que vous avez bac plus 5. Jamais un bac plus 5 n'a élevé un homme. Enfin, vous comprenez bien ce que je vis par l'élévation. Nous pourrions avoir le sentiment, Emmanuel dira, que ces nouvelles formes de censure sont au fond relativement récentes et encouragées et favorisées bien sûr par le développement des réseaux sociaux. Mais sont-elles si récentes que cela? Nous parlions des statuts des boulonnais. En fait, si on pense, par exemple, si on reprend l'exemple de comédien, ce qui est toujours très inquiétant. Moi, je suis toujours à la fois effondré qu'on s'en prenne à un écrivain, de devoir défendre un écrivain devant un livre de vertu, et en même temps très rassuré parce que c'est donner une importance au livre qui me semble malheureusement disparaître, mais c'est pas votre cas parce que vous êtes ici dans un salon du livre et vous êtes venu volontairement. Voilà. Mais ce sont de vieux mécanismes. Ce qui est intéressant simplement, c'est le changement d'acteur, le passage de relais avec de nouveaux acteurs privés qui sont en réalité nous-mêmes. Les censeurs d'aujourd'hui sont des gens que nous fréquentons, que nous pourrions être, sont d'une forme très moderne aussi, des artistes eux-mêmes. Lorsque on parle d'appropriation culturelle, c'est cette théorie qui vise à fustiger ceux qui, n'appartenant pas, n'étant pas noirs, peignent des scènes africaines, ceux qui, n'étant pas blancs, peignent des scènes européennes, ceux qui joueraient des rôles d'homosexuels sans être homosexuels, des rôles de handicapés sans être handicapés, etc., etc. C'est une théorie qui a fait florès aux États-Unis, qui vise notamment à décrocher tous les tableaux qui n'auraient pas été peints par des personnes appartenant à l'ethnie qui est représentée sur les tableaux. C'est une théorie qui a dénoncé Catherine Bigelow, réalisatrice pour le film Détroit, qui parle des violences raciales aux États-Unis, et on l'a prise à partie parce qu'elle est réalisatrice blanche. C'est une théorie du ministère de l'Intérieur au procureur de la République. Elle s'exerce par la violence physique. On avait vu les derniers soubresauts avec l'assassinat du traducteur japonais de Salman Rushdie pour les versets sataniques, qui a été assassiné dans le métro à coups de poignard par un dingue islamiste au Japon. Intériorisé par chacun. Hier, la censure était le fait de l'État, de l'Église, de l'Index, de la Sorbonne, que sais-je. On pouvait combattre les censeurs. Aujourd'hui, nous avons intériorisé ces impératifs moraux de la nouvelle morale, de la nouvelle bien-pensance, de telle sorte que nous deviendrions, en voulant les combattre, les bourreaux de nous-mêmes. Ce que nous avons du mal à faire. Hier, la censure était explicite, elle était clamée, voulue. Aujourd'hui, elle est intériorisée, silencieuse et diffuse. Donc, c'est très difficile de viser l'ennemi, puisque l'ennemi, c'est nous-mêmes, c'est nos esprits altérés. Ce que je voulais dire encore, c'est ceci. Vous avez raison d'évoquer les statuts de Bania, ce que vous évoquez dans votre livre. Il faut comprendre, les amis, que la censure, ce n'est pas uniquement
une manière d'ordonner notre pensée désormais. C'est ce que je suggérais tout à l'heure, de revisiter l'histoire à la lumière de nos principes moraux d'aujourd'hui. Et quand Éric Zemmour, pour qui j'ai une estime et une tendresse infinie, qui est une superbe intelligence, annonçait il y a 15 ans déjà, ici à Genève, que le XXIe siècle subirait un totalitarisme, l'islam et le féminisme. Et je crois qu'effectivement, le XXIe siècle est en train de mourir de l'islam, littéral, bien sûr, il faut le jeter et ne pas faire d'amalgame, et du féminisme. Alors maintenant, je vais vous parler du féminisme en un mot, comme une distorsion totale de la pensée. Des féministes américaines, c'est-à-dire des connes, comme vous êtes doublement connes, presque américaines et presque féministes, ont voulu que l'on sortît des bibliothèques l'Iliade. Vous savez l'Iliade, Homère, les Dactyles fondés et le Correspomène, parce qu'ils considéraient que l'Iliade ne fait pas la part assez belle à la femme. La première démonstration, c'est qu'ils ne savent pas lire. Ce n'est pas une déduction, et c'était une certitude et un a priori. Les féministes américaines ne savent pas lire. L'esprit enténébré par leur haine et leur ressentiment, ovarienne jusqu'à la pensée, bref, peu importe. Mais j'en viens aux féministes américaines. S'il y a un chant qui est superbe et à l'exaltation de la femme, c'est l'Iliade. L'Iliade n'est pas l'histoire d'un combat, l'Iliade est l'histoire de la colère d'Achille, parce qu'à Briséis, on entend substituer Chryséis. Et il y a dans l'Iliade le plus bel oxymore de la langue grecque, mais traduit en français, les rires en larmes d'Andromaque. Rien que cela, si les Américaines savaient lire, elles verraient qu'au fond, l'Iliade n'est pas simplement l'Odyssée qui est le mythe du retour, mais que l'Iliade est à l'exaltation de la femme qui détermine nos vies. Parce qu'assurément, vous déterminez nos vies. Que vous soyez figure de proue ou figure de proue, nous sommes ce que nous sommes uniquement parce que nous sommes nés de vous. Et nous sommes ce que nous sommes pour vous plaire. Je ne connais pas d'hommes qui deviennent et qui se réalisent, si ce n'est pour dédier ou dédicacer ce qu'il devient à la femme qu'il est, ou à celle dont il voudrait être aimé. Donc, nous ne sommes que par les femmes, jusqu'au jour malheureux, où vous avez considéré qu'il fallait vous aimer différemment, c'est-à-dire égalitairement, alors qu'on vous aimait de haut en bas, et on faisait monter vers vos narines frémissantes le frémissement de notre estime et de notre désir. Et vous aviez aussi le sens de la hiérarchie. Vous savez que l'homme est un héros fragile qu'il faut perpétuellement fréquenter et rassurer. Vous savez, madame, vous, à l'homme que vous aimez, quand il vous fait l'amour, vous lui dites que vous n'avez jamais vécu ça, même si vous avez un léger passé. C'est une manière de dire à l'homme qu'il est unique, que vous n'avez jamais vu Venise avant que de le voir avec lui, que vous êtes aussi talentueux, que nous sommes aussi talentueux que Jean d'Ormesson lorsqu'on vous raconte la douane de mer. Même si 1000 récitants vous l'ont raconté avant moi, dites-le-moi, madame, quand nous aurons une liaison, je vous prie de me dire que jamais on vous a fait l'amour comme je tenterai de le faire, et que jamais on vous a raconté Venise comme je vous raconterai Venise. C'était du temps où les femmes savaient mentir. Maintenant, ces sottes se veulent sincères et authentiques. J'en parle souvent. L'orgasme, madame, pardon. On va peut-être... Oui. Oui, mais on va... Non, mais on va oui. peut-être... Comme il reste pratiquement plus de temps, encore 5 minutes... Non, mais j'aimerais quand même que Emmanuel Thiérat nous dise, parce que ça c'est vraiment une question importante, qui est abordée d'ailleurs dans le livre, s'il y a des intérêts au fond qui bénéficient de ces nouvelles morales, et quels sont-ils? Oui, je pense que les nouvelles, c'est l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Suisse, la France, les États-Unis, le Japon, la Birmanie et que sais-je encore, des dictatures, des démocraties, des gens de différentes opinions, de différentes couleurs, de différentes religions. Le résultat, c'est l'interdiction de l'origine du monde de Courbet, qui est visible au musée d'Orsay pour les enfants. Mais oui, il n'a pas la même connotation parce que le musée d'Orsay, il a un cadre doré, donc on comprend que c'est une œuvre d'art. Facebook, qui sert les algorithmes, ne comprennent pas qu'il s'agit d'une œuvre d'art. C'est Delacroix avec La liberté guidant le peuple, sur laquelle on voit que Marianne a un sein dénudé, qui était donc interdit. C'est une des plus vieilles représentations de déesse mère du musée de Vienne,
une déesse qui litige, qu'adorerait Marc Bonan, qui a été interdite de montrer sur les réseaux sociaux parce qu'elle est une incitation à la pornographie et également à la grossophobie. Donc, parce qu'elle a des fesses, on va dire, substantielles, comme une déesse qui litige, etc., etc. Voilà. Donc à la liberté de penser. Dans un cas, c'est au titre d'une certaine représentation de ce qu'est Dieu. Dans l'autre, c'est en fonction d'une certaine représentation de ce qu'est la cité. Donc, au fond, ici, l'impératif est religieux, enfin, là, l'impératif est religieux, ici, l'impératif est étatique. Mais c'est une même démarche. C'est dire, je ne veux pas de ta liberté de penser parce qu'elle constitue une menace par rapport à ce que hiérarchiquement je place au plus haut, l'idée de Dieu, ici et là, il y est état.